Mettons-nous d'accord tout de suite. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, vous êtes là pour recevoir votre dose quotidienne de rage. Soit vous ragez avec moi, soit vous ragez contre moi. Mais une même émotion nous anime et nous unit. Il s'est passé pas mal de choses depuis ma vidéo précédente sur le sujet. Elle ne fait que 20 minutes, donc si vous ne l'aviez pas vue, allez la voir pour tout comprendre. Et comme le sujet me tient particulièrement à cœur, j'avais envie de vous tenir au courant. Et je vous promets de bien prononcer le nom de Kamel Daoud. Cette fois, j'avais pas fait exprès, mais c'est bon, j'ai bien compris maintenant. Ça y est, la plainte à l'encontre de Kamel Daoud et des éditions Gallimard a été instruite en France. Elle porte sur l'atteinte à la vie privée de Saada Harban à cause de la publication du livre Houri. Ses avocats réclament 200 000 € de dommages et intérêts. Ça peut sembler beaucoup, mais en vérité, c'est relativement peu. Je vous explique pourquoi. Le livre coûte 23 € et il s'en est vendu à peu près 400 000 exemplaires neufs, ce qui fait 9 200 000 € de recettes. Bien sûr, cet argent ne va pas directement dans les poches de Kamel Daoud et de Gallimard en mode pipeline direct. Si l'on part du principe que les droits d'auteur sont environ de 8% du prix de vente d'un livre. Et j'arrondis à la baisse pour éviter tout biais et de surestimer justement les sommes, Kamel Daoud pourrait avoir touché 1 € par livre, ce qui ferait donc 400 000 € directement dans sa poche. Pas mal, un 25 mètres carrés à Paris finalement. Les frais éditeurs s'élèvent eux à environ 20% du prix du livre, ce qui fait, toujours en estimant à la baisse, environ 4 € par livre pour Gallimard. Ce qui ferait 1 600 000 € dans la poche de Gallimard. Bien sûr, ça sert à payer les salaires, les locaux, le marketing, une diversité de frais. Il se pourrait donc que Kamel Daoud et les éditions Gallimard aient touché 2 millions de recettes sur le succès de Houri. Donc finalement, la demande de dédommagement des avocats de Saada Harban correspond à 10% de cette somme. On est plus dans le symbolique que dans le punitif, dans une recherche de vengeance par l'argent. Kamel Daoud n'est certainement pas muet sur le sujet. Et voici comment il répond aux questions qu'on lui pose sur les rapprochements entre son livre Houri et l'histoire de Saada Harban. Le 3 décembre, dans Le Point, il déclare qu'il ne connaît pas personnellement Saada. Ça, c'est très important. Ensuite, il complète en disant qu'il y a plein d'histoires similaires à la sienne et que ses propres archives personnelles en sont pleines. Le 11 décembre, sur France Inter, il déclare que son roman n'a rien à voir avec Saada et que l'histoire de Saada a été publique. Deux déclarations étrangement contradictoires. D'un côté, ce n'est pas elle, mais de l'autre, même si c'était elle, son histoire était publique. Mais promis, c'est pas elle. Vérifions ce qu'il avance, car il doit avoir de bonnes raisons de dire ce qu'il dit. Commençons par l'affirmation selon laquelle il ne connaîtrait pas personnellement Saada Harban, et puis si mais non, mais de toute façon, son histoire était publique. On doit retourner le 26 juillet 2000, une date horrible parmi de nombreuses dates de la décennie noire algérienne. Saada survit à une tentative d'égorgement de milices islamistes qui laisse toute sa famille tuée. Seul un de ses frères survit. Après des mois et des mois de soins dans les urgences, elle est adoptée par le docteur Zaya Mentouri et son mari. Sur les recommandations de sa tante adoptive, Fadela Chentouf, à partir de 2015 et cependant 8 ans, Saada commence un parcours de soins avec une psychiatre d'Oran, le docteur Aïcha Dadou. À cette époque, Kamel Daoud, d'ailleurs, est toujours marié à sa première femme. Mariage qui, je le rappelle, s'est terminé à cause des graves violences conjugales de Kamel Daoud sur sa première femme et pour lesquelles il est condamné en 2018. Sur ce sujet aussi, Kamel Daoud a des propos qui sont contradictoires. Tout d'abord, dans un tweet, il a déclaré n'avoir jamais été condamné pour violence conjugale. Son ex-femme a répondu en disant que oui, il a bien été condamné. Dans son très très long article du 3 décembre, il reparle de ce sujet mais de manière encore plus pernicieuse. Il sous-entend que comme il a été condamné par contumace, c'est-à-dire en son absence, le verdict n'a vraiment aucun poids, aucune valeur. Mais n'est-ce pas lui qui a choisi de ne pas se rendre à l'audience? En tout cas, d'après ce que j'ai lu mais difficile de confirmer, c'est vers 2016 que Kamel Daoud aurait rencontré Aïcha
Dadou, lui-même quand il était patient à l'hôpital d'Oran. Dans les années qui suivent, il se marie, elle deviendra donc sa deuxième épouse. Comme la tante le décrit, le docteur Aïcha Dadou et Sada développent une relation singulière. Elles se parlent très souvent en dehors du cadre médico-social classique. Je n'aimais pas que Sada l'appelle Aïcha. Sa psychiatre aurait dû garder une distance avec sa patiente. Ce qui nous amène en 2021 où des messages prouvent que le docteur Dadou invite donc Sada chez eux. Elle est à cette époque donc mariée avec Kamel pour un café, précisant que Kamel sera là. À cette occasion, ils lui demandent tous les deux l'autorisation de pouvoir écrire son histoire. Elle refuse. Mais ce n'est pas tout. Entre 2021 et 2022, la psychiatre formule 2 fois la même demande, non pas à Sada directement, mais à ses parents adoptifs. Ça fait vraiment le truc qu'on a tous fait. Maman m'a dit non, donc je vais aller dans son dos demander à papa en espérant que lui me dise oui. Elle me l'avait raconté, elle avait répondu non, en disant que c'était l'histoire de Sada et que ça devait être sa décision. En mars de cette même année, le journal Le Groen, un journal néerlandais, publie un article qui, notamment dans cet article, interviewe le docteur Zaya Mentouri. Retenez bien cet article car il est clé pour la défense de Kamel Daoud. Cette même année, les 2 parents adoptifs de Sada décèdent. À l'été 2023, Kamel Daoud s'installe en France avec sa famille. Il a reçu la nationalité française en 2019. Il commence à écrire le manuscrit l'été de cette année comme une dictée sacrée. Et la première version du manuscrit de Kamel Daoud est intitulée « Joie ». Sada est l'une des transcriptions de « Joie » en arabe littéral. La dédicace de ce premier manuscrit est adressée à une femme extraordinaire, la véritable héroïne de cette histoire. Coïncidence étrange, mais peut-être juste coïncidence. Le 15 août est la date de publication de Houri, car oui, ce sont toujours les romans de la rentrée littéraire, donc en août, en septembre, en octobre, qui concourent, qui sont en lice pour les prix de la même année. Après la publication, Sada déclare avoir reçu une 60aine de messages de proches, de connaissances, qui disent l'avoir reconnue dans ce livre. On lui a même demandé combien elle avait été payée pour que Kamel Daoud puisse écrire son histoire. Elle est dans une grande détresse psychologique. C'est une femme discrète en fait qui ne raconte pas son histoire au premier venu. Le 22 septembre, le docteur Aïcha Dadou écrit à Sada des SMS. Elle lui dit « Oh, l'héroïne te ressemble et elle espère que cette histoire ne la perturbe pas trop. » Après des messages de Sada, cette fois qui s'inquiète auprès d'Aïcha, celle-ci lui fait parvenir un exemplaire dédicacé du livre en lui conseillant de ne pas le lire pour son propre bien. Ce qu'on peut comprendre vu tout ce que Sada a déjà enduré dans sa vie. Le 4 novembre, Kamel Daoud reçoit le prix Goncourt pour Houri. Le 15 novembre, après avoir pris contact eux-mêmes avec des journalistes, Sada et son mari sont reçus dans l'émission de One TV, dont j'avais déjà cité des extraits, où Sada explique que Kamel Daoud lui a volé son histoire. Quelques jours après, Gallimard diffuse un communiqué qui réagit en parlant de diffamation d'un régime dont nul n'ignore la nature. Et oui, le vrai coupable, c'est le gouvernement algérien. Le 3 décembre, dans Le Point, Kamel Daoud déclare ne pas connaître Sada, qu'il y a plein d'histoires comme elle, notamment dans ses propres archives qui en sont pleines. Le 11 décembre, sur France Inter, il réitère que son roman n'a rien à voir avec Sada et que l'histoire de cette dernière était publique. Pour cela, en fait, il fait référence à ce fameux article publié dans le journal néerlandais. Voici effectivement le paragraphe dans lequel le docteur Zaya Mentouri parle de sa fille adoptive. Au cours des 10 années noires, une jeune fille gravement blessée a été amenée à l'hôpital. Toute sa famille, des bergers, a été tuée par une milice de la FIS. Elle était âgée de 7 ans. Ils l'ont laissée avec la gorge tranchée. Elle a passé 8 mois en soins intensifs pédiatriques. Mon mari et moi l'avons adoptée. Sa fille adoptive, Sada, ne peut toujours que chuchoter et passe sa vie avec des ventilateurs portatifs alimentés par batterie. Plus de 28 similitudes entre l'histoire de Sada et Aube dans le livre ont été recensées, dont des éléments qu'elle déclare n'avoir raconté à personne d'autre qu'à sa psychiatre, à qui elle faisait confiance pour ses séances. Maintenant, à vous de vous faire votre propre opinion sur le sujet. Moi, j'ai tendance à croire que quand une argumentation est à ce point bancale et se contredit, c'est qu'on a essayé de la faire tenir debout sous tous les angles possibles, on a tout essayé, mais c'est toujours resté bancal.
Explorons maintenant le deuxième argument de Kamel Daoud qui consiste à rappeler, en tout cas à dire qu'il y aurait énormément d'histoires similaires à celle de Saada, c'est-à-dire des survivants d'égorgements dont certains porteraient la canule. Mediapart a interrogé plusieurs médecins qui contredisent cet argument. D'abord, le docteur Abdallah Agoun, qui exerce depuis toujours à Bouguara, c'est une région qui a été particulièrement touchée lors de la décennie noire. Je n'ai vu qu'une seule personne ayant survécu à un égorgement dans la région. Elle s'en est sortie avec les cordes vocales lésées, mais sans intubation. Et elle ne porte pas de canule, contrairement à Saada. Un médecin ORL qui a contribué à l'élaboration de la plainte confirme « Je ne peux que reconnaître son histoire dans le roman, car à ma connaissance, il n'y a qu'une seule patiente originaire d'Oran qui se soit manifestée auprès des équipes francophones avec l'histoire et les caractéristiques physiques de Saada. » Et enfin, on a le docteur Jamila Bouayed Benaïchouch qui s'est occupé de Saada à son arrivée à l'hôpital d'Oran. Dès les premières phrases, j'ai compris qu'il parlait d'elle. J'ai retrouvé le profil et la description de la maman adoptive, l'évolution de la relation mère-fille. La description est trop conforme à la réalité. Dans son article dans Le Point, pourtant, Kamel Daoud explique avoir accumulé depuis des décennies des archives, des photos, des images de ces hommes et de ces femmes avec des canules, et que des cicatrices inhumaines à la gorge circulent sur Internet, puisqu'il dit avoir compilé énormément d'archives personnelles. Quelles sont-elles, ces archives? Sans donner l'identité d'autres personnes publiquement, il devrait pourtant être en capacité de faire vérifier les informations qu'il avance, au moins par les journalistes qui pourraient dire « Oui, c'est vrai, il a dans ses archives personnelles X cas similaires ». C'est vraiment un des axes de la défense de Kamel Daoud que je trouve le plus suspect, car s'il a justement de quoi se défendre de ces accusations qui sont graves et qui l'emmènent en justice, pourquoi ne le fait-il pas? Où sont-elles ces archives d'histoires similaires, de cas très proches de celui de Saada, que même les médecins de la région ne connaissent pas? Je ne comprends pas et surtout je suis assez chagrinée par le fait que il est comme devenu impensable, impossible de reconnaître ses torts, de s'excuser, de reconnaître une erreur ou une mauvaise action qu'on a pu faire. On dirait que plus personne n'a la force de caractère de s'excuser, comme s'il était préférable de s'enfoncer encore et encore dans des spirales justificatrices qui tiennent difficilement à l'épreuve des faits et qui en plus blessent tout le monde autour de lui. J'ai toujours trouvé qu'il y a une forme de noblesse d'âme dans l'humilité de savoir reconnaître ses torts, de s'excuser, de dire ce qu'on a mal fait. J'irais même jusqu'à répéter quelque chose que j'ai souvent dit dans d'autres contextes. Pour moi, le plus souvent, l'erreur importe moins que la réaction qu'on a face à l'erreur qu'on a faite. Je ne crois pas que ni Kamel Daoud ni les éditions Gallimard changeront leur discours, mais cet entêtement à attaquer des diffamateurs, des instrumentalisateurs les dessert. Pourquoi s'enfoncer dans cette étrange amnésie ? Il serait malvenu pour moi de reparler de cette affaire en faisant abstraction du contexte global qui est particulièrement important ici. Alors, qu'on soit d'accord, voici ce que dit Saada elle-même. Le complot, tout ça, j'en ai rien à faire. C'est nous qui avons fait la démarche de contacter le journaliste. Car oui, selon beaucoup, elle ne serait qu'une marionnette, un petit pantin dont les fils seraient tirés par le gouvernement algérien. Dans les médias français, le cadrage de cette histoire ou de cette polémique se fait par le prisme que tout cela serait une tentative de déstabiliser la liberté d'expression, de création de Kamel Daoud, qui raconte dans son livre quelque chose de l'Algérie que l'Algérie n'aimerait pas. Les tensions diplomatiques entre la France et l'Algérie ont rarement été aussi fortes, avec Bruno Retailleau qui assume une stratégie de rupture, qui la désire, et jusqu'à notre Premier ministre en sursis, qui a déclaré récemment vouloir renégocier tous les accords entre les deux pays. Une grande partie de ces tensions intervient suite au changement de position de la France de Macron sur la dispute sur le Sahara occidental qui oppose le Maroc à l'Algérie. La France maintenant soutient officiellement les velléités souverainistes du Maroc sur la zone. Selon l'historien Benjamin Stora, tout ce qui cristallise ces tensions, les OQTF, les migrations, sont le produit de la position de la France sur le Sahara. Je ne vais pas rentrer dans les détails
de ce conflit qui oppose le Maroc à l'Algérie, dont d'ailleurs je ne prétends pas comprendre toute la complexité, mais je vous mets quelques sources si vous voulez commencer en tout cas à vous renseigner sur le sujet. Sans surprise, Kamel Daoud est un proche d'Emmanuel Macron et de Brigitte Macron. Et il a aussi pris position en faveur des velléités du Maroc sur le Sahara. Donc, il s'est aligné sur la position macroniste. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quiconque se retrouve à questionner la défense de Kamel Daoud est taxé d'être au service du régime algérien dans ce conflit plus global. هذا كلام ماشي يتوجه لك لكن يتوجه للوسائل الفرنسيه لأن وسائل الاعلام الفرنسيه عاده ما كل ما يشوفوا حاجه اللي تجي من الجزائر دائما ما يتهموا الاعلام الجزائري بانه اعلام مسير وايضا يقولوا بانه كل ما يكون كل حاجه تكون في الاعلام هي من تسيير السلطه ومن تسيير ما يسمونه بالنظام. فانا حاب ناكد فقط هل انت مسيره من طرف النظام من طرف السلطه وهل شعرتي في لحظه من اللحظات بانه هنا في الحصه رانا مسيرين من اين كان؟ اولا انا في بلدي وبين ابناء بلدي، يعني ما عندي حتى ضغط، ما عندي حتى خوف، وما عندي حتى شيء يدفعني اني اكون عكس ما اريد او عكس ما اريد قوله او توضيحه. En quoi demander des comptes à Kamel Daoud sur son utilisation potentielle de l'histoire de Saada Harban, c'est être un agent gouvernemental au service de l'Algérie. Est-ce que l'Algérie est un pays parfait sur la publication d'œuvres artistiques et leur réception? Bien sûr que non. Et c'est systématique. À chaque fois qu'on parle de cette histoire, et rien que de cette histoire, on nous renvoie Boualem Sansal. Boualem Sansal, donc un écrivain algérien, proche des milieux d'extrême droite du magazine Frontières, a été emprisonné en Algérie et vient d'être condamné à 5 ans d'emprisonnement. Et au risque de choquer tous les réacs, bien sûr que non, je suis contre le fait que Kamel Daoud puisse s'exposer à de la prison pour son livre, que je suis pour aussi la libération de Boualem Sansal s'il s'agit de ce qu'il écrit, mais je ne pense pas non plus qu'il faille les héroïser et que ces risques qui pèsent sur eux, ou qui sont bien réels dans le cas de Sansal, les absolvent de tout le reste. Tout comme je suis pour la libération de Sansal alors que je combats ces idées, je suis pour aussi la libération des quelques 200 emprisonnés d'opinion en Algérie dont personne ne parle, parce que eux sont pas proches des milieux d'extrême droite. Je suis pour aussi la libération de Georges Abdallah en France, pour la libération de Christiantin en France, et bien d'autres. Vous savez, à tous ceux qui m'ont dit, après ma première vidéo, mais si c'est si bien l'Algérie, va y vivre, c'est pas interdit d'avoir une pensée complexe. Et surtout, rien de tout cela n'absout la responsabilité de Kamel Daoud et de sa femme envers Saada Harban. Souvent, dans les polémiques, on fait appel aux particuliers, aux histoires individuelles pour masquer la dimension plus contextuelle. Ici, c'est tout à fait l'inverse. On cherche à masquer une situation particulière qui est la seule sur laquelle des comptes sont demandés, derrière un contexte de tension géopolitique. Parler de diffamation est une stratégie de défense tellement courante aujourd'hui qu'elle en est devenue lassante. Plus d'inventivité, plus de panache, plus d'esbrouf. Surtout qu'on se demande de quelle diffamation, de quel procès médiatique on parle, quand, ici, toute la fine fleur pseudo-intellectuelle des moribonds du cerveau de France le défend. J'ai eu du mal à trouver ces voix contraires dans les journaux français. Voici une petite liste non exhaustive des gens qui ont pris la parole pour le défendre. Raphaël Enthoven, Sylvain Tesson, Béatrice Viennot, Peggy Sastre, France-Olivier Gesberg, Jean-Louis Letouzé, Étienne Gernel, etc., etc. Les seules personnes qui ont fait le contradictoire pourtant si important sont Nejma Brahim et Faya Zerouala de Mediapart. Personne d'autre n'est allé au moins chercher à parler à Saada Harban. Personne n'est allé vérifier son histoire, ce qu'elle avance. Mais nombreux et nombreux sont ceux qui ont repris en cœur les fameuses diffamations. Et encore une fois, les diffamations, c'est la prise de parole de Saada Harban. Ce n'est rien d'autre. Elle donne son point de vue, elle avance des preuves. Enfin, montrez-moi les fameuses diffamations. Sont-elles en ce moment dans la pièce avec nous? Kamel Daoud est dépeint comme un persécuté moderne, un courageux romancier qui brave un soi-disant tabou, celui de parler de la décennie noire algérienne. Il serait interdit de parler, de mentionner, d'écrire sur la décennie noire algérienne
sous peine de représailles. Bon, sauf qu'en fait, il n'est pas tabou de parler ou d'écrire sur la décennie noire algérienne. Comme le disent les experts de la littérature algérienne eux-mêmes, c'est plutôt l'inverse. Il y a eu une surproduction, une saturation de récits et de livres portant sur ce moment de l'histoire. Si vous aussi vous vous dites « mais attendez, je comprends plus rien à ce fatras et à cette histoire de tabou », je vous rassure, ça a été pareil pour moi. Cette loi empêche de remettre en cause le discours officiel sur le rôle de l'armée pendant cette période. La réconciliation civile algérienne est passée par une sorte d'étrange demande d'aveuglement collectif, où on se dit « bon allez, on ne fout nulle part, surtout pas là, et on passe à autre chose ». Et il aurait été intéressant d'amener le débat sur cette loi et ses implications en Algérie, ce qu'elle veut dire dans à la fois la société, mais aussi la création artistique. Au lieu de ça, on a une crispation collective qui reprend les termes tabou et diffamation comme des refrains usés à la corde à l'encontre de tout ce qui est vaguement critique du livre de Kamel Daoud. Et d'ailleurs, Kamel Daoud se place lui-même en rupture avec toutes ces œuvres qu'il prétend ignorer, alors que, bien sûr, il les connaît. Mais s'il se réclamait de cet héritage littéraire, il passerait beaucoup moins pour l'avant-gardiste qu'on décrit. Vous l'avez sans doute remarqué tout à l'heure, mais il y avait un élément que je n'ai pas encore dévoilé de la frise. C'est l'heure du dévoilement. La case cachée, c'est début mai 2024, Kamel Daoud écrit à Nazim Mekbel de Ajouad Mémoire. Ça a l'air anodin, mais vous allez voir. Qu'est-ce que Ajouad Mémoire ? Il s'agit d'une association qui a pour mission de visibiliser et d'honorer les victimes de la décennie noire algérienne. Ils sont présents notamment sur les réseaux sociaux, ils ont une page Facebook, une page Twitter. On retrouve de nombreux posts qui évoquent les victimes, toujours avec une photo si possible, un nom, en tout cas une date ou des sources. Après cette demande de mise en contact, plus rien, silence radio. Bon, ça arrive, moi aussi j'envoie des messages et j'y réponds jamais. À la publication du livre, des lecteurs alertent Nazim Mekbel sur ce qui semble être des copier-coller entre la page Facebook et le livre. C'est vraiment troublant, je vous mets quelques recensements qui ont été faits par Judith Bouilloc, qui est la personne grâce à laquelle j'ai eu connaissance de tout ce fatras, qui a aussi d'ailleurs été confirmé par Mediapart. Les phrases sont exactement identiques au mot près. Et ce qui est étrange, ce n'est pas l'utilisation de ces sources, ni dans le livre de Kamel Daoud ou un autre livre, il est au contraire très courant de les citer, d'avoir de la documentation, voire une bibliographie à la fin d'un roman. Mais Kamel Daoud et son éditrice Karina Ossine nient tout emprunt au site. Ils mentionnent des faits historiques publics non sourcés. C'est très étrange car d'une part, ça discrédite le travail qui est fait par Ajouad Mémoire, qui justement a à cœur de sourcer toutes ces publications. Et en plus, ça rend l'attitude de Kamel Daoud par rapport à l'histoire réelle très étrange. Si ce n'est pas sourcé, alors pourquoi l'utiliser dans son roman ? Pourquoi ne pas inventer, imaginer justement des faits similaires ? Est-ce qu'utiliser des sources fiables, de les mentionner, de les mettre en valeur, est-ce que ça n'aurait pas apporté encore plus de puissance et de force à son propos ? Et encore une fois, qu'il nous montre où il a trouvé ces faits. Surtout qu'apparemment, on ne parle pas seulement de l'association Ajouad Mémoire, ce qui est déjà beaucoup, mais aussi de l'association Algeria Watch. Je dois être très claire au risque d'être redondante. Ce n'est absolument pas le sujet si Kamel Daoud a vraiment emprunté, copié-collé ces témoignages réels depuis Ajouad Mémoire ou Algeria Watch. Ce qui pose problème, c'est de ne pas les citer comme source. Ça fait deux associations qui voient leur travail repris, mot pour mot, sans crédit. Nous citer, c'est respecter une forme de continuité entre notre travail et le sien. On sait bien que lorsque l'on publie sur Facebook ou Twitter, l'information ne nous appartient plus. Cette stratégie de défense est pour moi éclatée au sol. Les informations sont à la fois sourcées et pas sourcées, elles sont publiques, mais elles ne sont rattachées à aucune source, à rien de concret, à rien de fiable. Un peu comme si ça existait dans l'air, et puis hop, Kamel Daoud les a attrapés au vol, et puis aujourd'hui il les a, et il sait plus trop d'où ça vient. Et puis, n'est-ce pas justement le travail de l'écrivain d'écrire ? Je trouve ça très étrange. Reprendre des phrases exactes, mot pour mot, sans jamais citer la source, n'est-ce pas justement ce qu'on nous a appris de ne jamais faire ? En me replongeant dans ce sujet, je ne peux pas m'empêcher de me demander
Mais pourquoi Kamel Daoud aurait fait ça? Il est écrivain et c'est non seulement son boulot, mais aussi surtout son droit le plus fondamental et pour lequel moi je me battrai toujours, d'inventer des histoires. Sinon, il faut être biographe. Mais ça veut dire citer ses sources. Pourquoi est-ce qu'il aurait repris tant d'éléments qui sont si proches, ou si similaires, ou si exactement les mêmes de la vie de Saada Harban? Pourquoi reprendre des phrases exactement les mêmes que celles qui sont publiées sur des sites d'associations? Je crois que la réponse est un peu triste, voire cynique. C'est qu'il s'en fout. Malgré tout ce qu'il peut dire sur les femmes, sur la liberté, ses actes montrent, finalement, il pense que la vie de Saada Harban importe moins que son œuvre, que son écriture, et que la gloire qu'il en retire. Que ce soit dans les commentaires de ma précédente vidéo ou les articles pour défendre Kamel Daoud, j'entends et je lis la même rengaine sur le droit à l'inspiration de l'auteur. Que moi, personnellement, et les autres, nous n'aurions rien compris à la littérature. Et on va citer une pléthore d'exemples sur des inspirations, de faits réels, de personnes réelles, etc. Et tous ces exemples sonnent le creux, comme des cercueils de poètes, tant ils sont éloignés de ce qui se passe ici. Les rêves, quand ils se réalisent, on est les premiers à les regarder de loin. Kamel Daoud a prononcé cette phrase magnifique pour décrire l'émotion qu'il a ressentie le jour où il a reçu le prix Goncourt. Mais il n'était pas le seul à observer ce rêve de loin. Saada Harban l'a aussi observé malgré elle. Et ton rêve, Kamel, qui s'est réalisé, est devenu pour elle un cauchemar. Au lieu de nous parler encore et toujours de cette sempiternelle inspiration qui, honnêtement, a bon dos. Ça s'appelle comment, très concrètement, quand vous demandez quelque chose à quelqu'un, de vous donner quelque chose, que cette personne vous dit clairement non, que ses parents vous disent clairement non, et que vous le faites quand même, que vous le preniez quand même. Ça s'appelle comment? Si seulement il y avait un mot pour ça.